Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire, responsable du développement des affaires chez Lacoste, puis aussi animateur de ce merveilleux podcast. 22e épisode aujourd'hui et je reçois comme invité Daniel Benoit, qui est directeur du développement des affaires à l'international de l'entreprise CY Laser, belle entreprise manufacturière italienne, donc on comprend le côté international. Daniel a un bagage assez incroyable sur tout ce qui touche la vente, inévitablement, l'adoption de technologies, puis c'est le sujet aujourd'hui, donc adopter des technologies dans un contexte de vente, oui, numérique, dans un domaine où là, on est de plus en plus compétitif. Donc, il y a des enjeux dans la transformation numérique. On va en discuter aujourd'hui, basé sur ces expériences. Ça va être super intéressant. Donc, sur ça, je vous dis bonne écoute, bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Daniel, merci. Bienvenue à Expérience 4.0. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Simon. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est fantastique. On a communiqué ensemble sur LinkedIn par je dirais un peu pur hasard. Là. C'était un envoi là, que je t'ai fait parce que, j'ai fait des recherches. C'est CY Laser, tu es ici. Tu vas pouvoir m'en parler un petit peu plus. Puis, je suis super content de te recevoir parce que tu as un bagage quand même assez incroyable dans le domaine, oui, manufacturier dans un sens, mais aussi dans plusieurs entreprises dans lesquelles tu as fait des bons exploits d'un point de vue revenu. On va en jaser. Évidemment, pour faire ce gain-là, des fois, on a besoin de technologie. Je sais que tu as gravité autour de ça, là où est partie de notre discussion. Absolument. Puis, on va avoir un beau sujet aujourd'hui d'adopter les technologies, contexte de vente numérique, oui, les enjeux à travers la transformation numérique. Puis, avant de sauter trop dans le concret du sujet, j'aime toujours mettre un peu sur table l'introduction de mon invité qui est aujourd'hui. Là, tu es présentement au développement des affaires à l'international, donc tu diriges les ventes internationales de CY. Parle-moi un petit peu plus de qui tu es à travers ça, donc ton rôle, puis un peu de l'entreprise, entre autres, là, manufacturière italienne. Je vais te parler de CY au point de départ. Donc, CY, en fait, c'est un fabricant de lasers à fibre optique. C'est probablement le créateur de l'espace laser à fibre optique. En fait, on est maintenant la deuxième génération de propriétaires. Le père est le premier, en fait, à avoir découvert cette technologie-là, puis décidé de l'appliquer à la découpe du métal. Bon, évidemment, on connaît toutes là, la fibre optique pour les télécommunications, etc. Les arbres de Noël de couleur. Oui, on connaît. etc. Donc, c'est un peu particulier de penser que cette même technologie-là est appliquée pour découper du métal. Donc, CY aussi est à peu près une quarantaine d'employés à l'interne. Suit le modèle typique d'un manufacturier italien. Donc, 8 autres compagnies indépendantes qui travaillent pour eux à 100% aux alentours. Donc, on a à peu près 300 personnes qui sont dédiées là, à la fabrication des produits CY en Italie. C'est un modèle courant. En Italie. C'est comme la sous-traitance ou c'est... Oui, sauf que ces gens-là font de la sous-traitance que pour CY. Exclusivement. C'est ça, effectivement. Donc, la gamme de produits, laser 2D pour la découpe de métal en feuille, laser tube, presse plieuse, etc. Mon expertise à moi vient du fait cheminement un petit peu particulier, études, bac en psycho. Après ça, développement des affaires pour une compagnie d'entreprise d'emballage flexible. Mais tu viens pas du monde de la vente initialement. Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Non, moi je m'alignais vraiment vers le domaine hospitalier, puis les traitements de trauma, puis etc. Donc ça a été comme un revirement un petit peu complet. Comme j'ai dit, commencé comme représentant, 24 ans, promu directeur des ventes pour la compagnie où j'étais. Apprentissage rapide, parce que l'équipe de vente qui était là avait comme 10-15 ans d'expérience dans la boîte. Tout d'un coup, c'est toi le leader. Qui est le plus jeune. Le plus nouveau, le plus récent, etc. Donc, tu apprends à dealer, évidemment, plus au niveau relationnel, au niveau qu'est-ce que tu peux amener comme technologie, comme procédé, comme façon de faire pour alléger tout ça. Évidemment, pour ne pas prendre la position de dire, hey, je suis le patron, j'en connais plus que vous autres. Hein? C'est d'amener des projets innovants au lieu de dicter de hey, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, effectivement. Puis de là aussi, le fait que tu apprends beaucoup tout ce qui est la valeur de la collaboration puis l'implication de tes collègues aussi.
Parce qu'évidemment, il n'y a rien qui fonctionne si les gens ne sont pas impliqués, puis ont vraiment acheté l'idée de on s'en va dans cette direction-là. Ouais. Donc, c'est ça. Par la suite, changement de cap complet. OK. Annonce dans un journal, il y a une compagnie à Granby qui cherche un représentant de territoire pour le Québec dans les machines de métal en feuille. OK. Aucune idée. Tu connaissais pas le secteur. Pas du tout. Fait que c'est ça, tu viens pas du monde manufacturier. Pas du tout. puis, Pas du tout. Mon père était acheteur en chef pour une des plus grosses compagnies de textiles au Canada. OK. Donc, non. C'est complètement dépourvu là, de OK. comment on coupe ça du métal. Beau défi. Bonne question. Beau défi. Beau défi en perspective. Le nom de cette compagnie-là, c'est? C'est Amada. Amada. Amada, c'est une multinationale japonaise. Ouais. C'est parmi les 3 plus gros manufacturiers de machines-outils pour la fabrication métallique au monde. Quand moi, je me suis joint, en fait, il faisait déjà à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial. OK. OK. Donc, c'était une très grosse boîte. Là. OK. Puis là, dans cette compagnie-là, Amada, ben, tu as amené quand même une nette augmentation du revenu de façon locale, de façon territoriale, où est-ce que toi, tu Effectivement. étais responsable. Effectivement. Ce que j'ai fait, j'ai été là à peu près une douzaine d'années, les 3 dernières comme directeur des ventes pour le Canada au complet. Okay. Et puis, à ce moment-là, on est en fait parti d'à peu près 18 millions de chiffre d'affaires à 34 millions en 2 ans. C'est une nette augmentation assez considérable. Okay. Effectivement. En 2 ans surtout. Là. En 2 ans, effectivement. Mais en recentrant un peu la façon de procéder, en écoutant aussi beaucoup les gens qui étaient comme... tu sais, le typique. Le typique de... On prend tout écrit à main, on a des notes un peu partout, on a des sticky notes partout, tout, et puis bon, fais-moi un rapport Excel, puis bon. En ayant été représentant, tu te dis, ben, qu'est-ce que j'ai le plus dans la vie? Moi, c'est de prendre mon vendredi pour faire un rapport Excel pour que quelqu'un le lise la semaine prochaine ou le lise pas, point. Ben exact. Il y a plus de chances, on dirait, que personne vont le lire en parallèle puis ils vont regarder la fin puis la donnée ou l'information se perd. Donc là, à un moment donné, j'ai dit, bon, il y a sûrement une meilleure façon de faire. Donc, part à la recherche, découvre un outil canadien, en fait, parce qu'à ce moment-là, qui s'appelait Maximizer, qui est un des pionniers, je pense, là, dans le monde CRM. Puis là, ben... commence à regarder ça, implanter ça, parle avec l'équipe de vente, puis etc. Puis évidemment, avec les combats qui sont encore là aujourd'hui. Oh, oui, constamment. Non, c'est pas réglé, mais... Donc, c'est comme... Ça va vous aider. Ça va m'aider. On va avoir de l'information relativement live, parce qu'on s'entend que c'est pas aussi... c'était pas aussi en temps réel que ça peut l'être aujourd'hui. Mais il reste que, bon... Tu dis, si vous mettez vos notes là-dedans, de 1, quand tu vas retourner voir ton client, tu vas être au courant. Puis de 2, ben moi, si je veux savoir quelque chose, ou si tu viens m'en parler, tu me dis, hey, Daniel, il faudrait que je te rencontre pour parler de tel client, on est proche de peut-être closer quelque chose. Ben, moi, j'ai pas besoin de te dire, ben oui, mais j'en ai aucune idée, tu m'as pas envoyé ton rapport Excel vendredi passé, là. Il y a un côté d'intelligence envers le client, avec une intelligence d'affaires que tu peux avoir avec cette plateforme-là qui va te permettre d'avoir l'info nécessaire quand tu le rencontres. Mais c'est un outil aussi de communication interne pour effectivement. De centralisation de données puis de communication interne. On va en parler plus tard concrètement, mais tu donnes un bon point, quelque chose qui n'était pas implanté initialement dans cette entreprise. Effectivement. Puis un des gros messages, moi, que je tends toujours à passer à mon équipe de vente, justement, par rapport à cette technologie-là, etc., c'est que c'est un outil pour faciliter tes tâches puis ta journée. Je veux dire, c'est pas pour moi pour savoir qu'est-ce que tu fais. Moi, en bout de ligne, je m'en fous un peu, là. En autant que les résultats soient là. C'est ça. Je veux dire, comment tu es arrivé à X? Bon, oui, c'est intéressant parce que c'est peut-être quelque chose qui peut être reproduit ou tout au moins partagé avec d'autres collègues ou des nouveaux collègues. Mais il reste qu'en bout de ligne,
c'est pour toi plus que pour moi, nous. C'est un outil, non, exact. Puis c'est bon ce que tu dis parce que souvent, on considère le CRM un peu comme un outil pas de tracking, mais tu sais, comme au niveau de la haute direction, c'est les reps ou les employés, les ressources au service à la clientèle, fois même marketing, c'est un outil pour se faire un peu checker. Tu sais, on fait-tu nos tâches, on fait-tu nos activités, mais c'est pas l'utilité de ça. Non, c'est ça. C'est un outil pour toi pour t'aider à accomplir des tâches, puis potentiellement pousser de la donnée, des tableaux de bord, de l'analytique, des rapports qui vont nous permettre d'optimiser ne serait-ce ces activités-là, ou du moins arriver à des fins, arriver à des résultats qui vont beaucoup plus intéresser la haute direction. Et effectivement. Puis aussi, le fait que quand on englobe un petit peu le tout, ce qu'on a fini par faire chez Amada, parce que finalement, suite à cette initiative-là, on a choisi un autre logiciel qui, lui, pouvait s'adapter à plus grande échelle, qui était parmi les premiers logiciels plus performants au niveau CRM, qui s'appelle Siebel, qui est maintenant disparu, mais en fait, qui appartient maintenant à Oracle. Puis ça, en fait, je l'ai implanté au niveau mondial. OK. Pas juste ici. Pas juste ici. Canada, ça a été comme... parce que par hasard, une des premières personnes que j'ai rencontrées, je me suis fait ami avec chez Amada, c'est M. Amada. OK. Donc, à un moment donné, quand lui est venu au Canada, puis là, je lui ai montré un petit peu ce qu'on faisait ici, puis etc., ben, il dit, mais c'est génial, ce truc-là, mais tu peux-tu... J'ai dit, ouais, on peut essayer. Tu voyais un peu la montagne, t'es comme, OK. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, l'adopter. C'est ça, ben, vont-tu l'adopter? Puis de l'autre côté aussi, c'est comme... c'est déjà amusant d'avoir le serveur dans ton entreprise, dans ton bureau local, qui plante en pleine soirée, tu as des déplacements d'affaires, puis tu en as besoin de l'information. Mais là, tu dis, OK, mais là, c'est comme... Là, il y a nous autres, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a le Japon, il y a... Il faut que la donnée se parle, puis par où on va commencer. C'est ça, c'est ça. Donc, ça a été un challenge hyper intéressant, là, de monter tout ça. Mais évidemment, en étant obligé de tenir compte aussi que comment on adapte tout ça aux réalités de chaque marché. Oui. Parce que, oui, le logiciel a une base X, mais on ne vend pas pareil en France comme on vend aux États-Unis. On ne vend pas pareil au Japon comme la réalité n'est pas pareille. Le nombre de contacts par jour n'est pas pareil, là, etc. Donc, culturellement, mais exactement, tu sais, la démarche, le processus de vente, puis le marché cible est différent. C'est ça, effectivement. Il faut adapter à un certain moment donné. L'outil doit être adapté à cette réalité-là. Puis sûrement aussi à la réalité interne des différents reps, différents employés, différentes personnes qui vont utiliser l'outil aussi. Ouais. Dans un certain sens. Il y a beaucoup d'adaptations à y avoir pour l'adopter. C'est ça, de façon à faire, puis etc., puis tout le bazar, puis finir par avoir ultimement la possibilité que le head office au Japon, s'ils veulent générer un rapport, qu'ils soient capables de le générer en japonais, même si toutes les données qui ont été rentrées ont été parfois en anglais, en allemand, en français. C'est quand même un pas pire défi. Puis vous avez réussi. On a réussi. Bon. Et on a réussi. Puis ça a été un succès quand même? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ouais. C'est sûr que il y a eu des pays plus réfractaires que d'autres. Ouais. Ça, c'est clair. Parce que chaque pays a un petit peu sa réalité, comme je dis, un petit peu différente là, au niveau approche, au niveau de comment ils faisaient les choses, etc. Donc, mais bon, en bout de ligne, on a réussi. C'est encore là aujourd'hui. Fait que ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. C'est intéressant. Il doit y avoir des enjeux, ça c'est sûr. On va pouvoir en jaser au sens large, mais avec cet exemple-là. Ouais. Puis les côtés positifs, fait que c'est quoi, mettons, au niveau de tes expériences positives d'implantation de ce système-là à grande échelle? Mettons, si tu as des trucs à donner par rapport à cette implantation-là qui a bien fonctionné, ça serait quoi? Comme pourquoi ça a bien marché puis c'est encore là aujourd'hui? Ben, je te dirais que moi, mon approche a beaucoup été de par la sélection de l'outil. Puis après ça, j'ai été chanceux parce que ça venait comme du haut. OK, ben c'est important, ça. Donc, j'avais comme un très gros buy-in. Là. C'était un peu comme... Tu peux pas aller plus haut que la personne qui a comme fondé la compagnie, puis aujourd'hui, il vend pour 3 milliards. Oui, non, c'est ça. Fait que si la décision, si le leadership
amène l'idée sur la table, l'idée. ça l'aide. C'est ça. Donc, après ça, c'est comme, bon, on arrive à un consensus, on fait telle affaire, puis après ça, ben c'est plate à dire, là, mais c'est un peu comme, on a pris la décision, tu m'as mis en charge de ce projet-là, maintenant, get out of the way. Ouais. Tout dans mes jambes. Mais il faut que tu aies cette flexibilité-là, il faut que tu aies carte blanche à un certain moment donné pour faire des choses, parce que sinon, ça attend toujours des approbations, puis des ci, puis des ça. À un moment donné, tu as l'expérience, puis go, let's go forward. Ouais. Effectivement. Puis avant tout ça, ben, c'est sûr qu'on a... Tu sais, là, on était dans un monstre. Mm-hmm. Fait que c'est différent que de le faire, là, tu sais, comme d'une PME au Québec, ou etc., ou quoi que ce soit. Mais là, il faut que tu t'assures, avec plein de déplacements, avec plein de rencontres, etc., puis tout ça, d'avoir le fait que tout le monde achète le projet. Oui, faut que les gens l'adoptent. Ceux qui vont l'utiliser doivent adopter la technologie. Avant même de commencer à l'implanter, là, c'est OK, tu vends le truc à tout le monde, puis là, tu gères les attentes. Puis là, c'est comme une fois que tu as le oui, relativement général, tu dis OK, là, on y va. Puis, bon, c'est certain qu'il y a eu des accrochages technologiques en cours de route, etc., puis tout ça. Mais je pense qu'encore là, tant que tu ne laisses pas la technologie prendre le dessus, ça va fonctionner. Puis c'est ce qu'on a tenté du mieux qu'on pouvait de dire, ben, s'il y a quelque chose qu'on a fait, mais en bout de ligne, non, ça ne reflète pas vraiment ce que vous vouliez, bon, on va le corriger. Puis, heureusement qu'on avait les ressources, on était une assez grosse compagnie pour dire, ben, OK, ça va coûter des sous, mais on va le corriger. On est prêt à investir du moins temps et argent pour s'assurer que ça fonctionne aux yeux aussi. Effectivement. Des ressources qui vont l'utiliser. C'est ça, effectivement. Parce qu'en bout de ligne, moi, j'ai toujours dit, c'est comme si l'outil de l'utilisateur. Oui. Je veux dire, moi, je veux rendre ta journée plus facile. Mm-hmm. Donc, c'est ça mon but ultime, nous. Je veux dire, c'est comme, car moi, j'ai d'autres choses à faire que de lire des rapports, là. faut que d'un, que les rapports soient faciles à lire, donc faut que l'information que j'ai besoin soit là en un temps, un trois mouvements. C'est ça. Que l'entrée de données se fasse aussi. Une partie qui peut être automatisée, mais une partie que l'utilisateur doit peupler, inévitablement, ça va de soi. Hein, c'est un outil, c'est pas un robot non plus. C'est ça. Puis tu sais, c'est intéressant parce qu'au final, que ça soit une PME, une PME manufacturière, qu'on connaît, mettons, au Québec, de façon locale, ou que ça soit une grande entreprise, au final, l'enjeu, ou du moins les objectifs, restent quand même les mêmes. Après, le défi peut être un peu plus grand. C'est sûr que si on doit gérer 8 pays différents, des cultures différentes, mais finalement, il faut quand même que, même si on a 5 utilisateurs dans une PME, contrairement à peut-être 200 ressources pour une très grande entreprise, ben, si les 5 qui ne l'adoptent pas, ou il y en a 4 sur 5 qui ne l'adoptent pas, la technologie, puis qui n'embarquent pas dans le projet, ou ça ne vient pas du leadership, effectivement, ben, le résultat ne sera pas plus là. T'sais. Puis le même principe pour une grande entreprise. Clairement. C'est pour ça que, comme je te dis, moi, je suis un gros fervent de, on excusera l'anglicisme, là, mais d'avoir le buy-in avant même de commenter l'implantation par les gens qui vont s'en servir. T'sais, parce qu'il reste qu'en bout de ligne, il va y avoir des défis technologiques en cours de tout ça. Si en plus de ça, il faut que je passe 50% de mon temps à justifier, m'obstiner, etc., puis tout ça, non. Non, ben, on le sait, nous-mêmes, on est une firme justement en implantation CRM, en service, il y a tout le bazar du mapping aussi qui est important, mais le core est ça. Puis dans un projet, le projet, on veut le mener à terme, qu'il y ait des résultats et qu'on l'utilise. C'est ça qui est intéressant sur le long terme, c'est de faire une différence dans l'entreprise. On parle de transformation numérique, c'est long terme, oui, mais c'est le fun de voir des gains rapidement. Si on passe notre temps à devoir convaincre, puis à devoir gérer un peu le côté détracteur, si on veut, à l'adoption de technologie, on n'avance pas, puis c'est vraiment pas agréable. Non. C'est de le faire en amont le plus possible, puis après d'aider l'entreprise. Absolument. Puis de triper. Après, il y aura toujours, je pense que tu vas pouvoir m'en dire plus, mais il y aura toujours un peu certaines, ne serait-ce, personnes, des fois des ressources qu'on
ont moins envie d'utiliser. Puis des fois, clairement. Mais c'est de trouver le plus possible le juste milieu puis des compromis à travers ça pour le long terme. Là, ouais, absolument. Puis je pense que c'est comme... Il faut que tu saches t'adapter aussi aux gens, puis à leur réalité de comment tu vas faire pour les amener à utiliser cette technologie-là. Je veux dire, en bout de ligne, il y a des gens dans des compagnies où moi, c'était la première fois qu'ils touchaient un ordinateur. Oui. On part de loin un peu. Là. C'est sûr que imposer une technologie qui va t'aider à faire des ventes à un certain moment donné, c'est comme, OK, wow. Là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je veux dire, c'est un peu la même réalité de aller suivre un cours de vente pour quelqu'un qui ça fait comme 15 ans qu'il fait ça. C'est le leader des ventes de la compagnie. Puis là, tout d'un coup, il se fait exposer en dedans de 3 jours que tu poses des questions ouvertes, des questions fermées, tu fais ci, tu fais ça, etc. Puis là, je l'ai vécu, moi, avec des collègues où est-ce que la personne est là puis est en train de virer folle. Puis en bout de ligne, le soir au souper, tu dis, ben regarde, tu fais déjà tout ça par réflexe. Ouais. Tu n'as juste pas mis un nom dessus, toi. Quand tu poses cette question-là, dans ta tête, c'est pas une question ouverte qui veut avoir tel. C'est juste comme tu poses la question. Tu le fais, tes côtés pratiques, le côté théorique, tu l'as moins. C'est ça. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est un peu aussi le CRM que cet outil-là soit assez efficace pour gérer le réflexe de l'utilisateur de l'utiliser tout le temps. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, bien heureusement, on a même des technologies qui, à l'extrême, peuvent même devancer l'utilisateur. Puis lui suggérer, dire « Hey, as-tu pensé à... » Le fameux, mais l'intelligence artificielle qui à un sens même minimum, va c'est ça, nous suggérer des rappels, suggérer des suivis. Même l'automatisation avant ça qui automatise pour nous certaines tâches en fonction de critères qui ont été... Absolument. Qui ont été cochés. Mais non, c'est assez surprenant où est-ce que ça s'en va. Ouais. Mais après, on en parlait, mais c'est l'humain. L'humain derrière ça, l'humain qui est au devant, l'humain qui est au centre de cette transformation numérique-là, ça reste des outils. Ouais. L'humain ne l'adopte pas. Au final, ça il y a encore un côté quand même traditionnel à la chose. Le numérique vient grandement aider, je pense, vient nous aider à travers la compétitivité, vient nous aider à travers les tâches redondantes, manuelles, puis d'améliorer cette expérience-là globale. Mais ça reste que c'est l'humain qui est au centre. Clairement. Parce qu'il reste que... à un moment donné, je pense que chaque domaine a comme connu sa période de vente facile. Mm. Puis là, maintenant, plus on revient, où est-ce qu'à un moment donné, de par la mondialisation des marchés, il y a de plus en plus de compétiteurs que tu n'avais pas avant, etc., puis tout ça. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas gagner une vente plutôt que de la perdre? Ben, c'est la relation que tu peux créer avec ton client. C'est tes connaissances, c'est ton approche consultative à vraiment apporter une vraie solution à ton client. Mm-hmm. Ben, oui, la technologie digitale peut t'aider au niveau de partager ces connaissances-là, mais il reste que ton ordinateur n'est pas capable de bâtir une relation. Là. Non. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'humain là, qui est le... C'est au centre de cette transformation. Qui était au centre de cette transformation-là. Puis, malheureusement, pour peut-être des dirigeants qui pensent qu'à un moment donné, ils pourront remplacer cette bébite-là par juste une machine qui va faire des appels. Puis, on se trompe. Je pense qu'on se trompe. Du moins, pas tout de suite, puis je le vois pas quand. Mais, non, c'est ça. Puis en lien avec ça, je trouve ça comme super intéressant. On parlait de relations clients, on parlait de l'importance de l'humain à travers ça, mais que la technologie reste quand même un outil. Oui. Un outil, je pense qu'aujourd'hui, majeur dans ce contexte de transformation numérique-là qui est assez global. On parlait de mondialisation du marché, la compétitivité. Je te pose la question, parce que tu as l'expérience, tu as des entreprises peut-être qui l'ont adhéré, d'autres que tu as vues, même chez des clients, des partenaires, etc., qui n'ont peut-être pas adopté ces nouvelles technologies-là. On parle entre autres du fameux CRM, le système de gestion de la relation client. C'est quoi les enjeux pour les entreprises qui n'adoptent pas ce type de technologie en ce moment? Sans dire problématique, mais enjeu. Oui, ben je te dirais que, évidemment,
l'enjeu le plus probable, c'est justement le silo ou l'information qui devient non accessible, mais surtout interne à seulement une personne ou à quelques personnes. Donc, à un moment donné, c'est un peu aussi un enjeu de pérennité, peut-être, pour l'entreprise, que c'est génial. Si moi, j'ai une capacité puis une facilité à emmagasiner plein d'informations, plein de conversations avec mes clients, puis etc., puis tout ça, mais demain matin, moi, je quitte. Ouais. Tu pars avec tout. Je pars avec tout, là. Donc, c'est... Puis de l'autre côté, ben, c'est un peu aussi, de mon côté, le fait que je devrais partager cette information-là parce que c'est un travail d'équipe. Mm-hmm. Garder un client heureux, etc. Puis à un moment donné, ben, comment veux-tu demander à quelqu'un d'autre de peut-être t'aider à trouver une solution pour ton client s'il est pas du tout au courant de qu'est-ce qui se passe avec ce client-là? C'est quoi les conversations? C'est quoi les problèmes? Il y a plein de choses, là. Surtout quand que... Puis je dirais dans tout secteur d'activité en général, puis tu vas pouvoir me le confirmer, mais tu sais, quand on commence à faire de la vente B2B, là, business to business, des machines, des procédés complexes, comme par exemple chez CY, tu sais, on vend pas... On vend pas des verres, là, on vend pas des brosses à dents, c'est pas des produits qui sont d'utilisation facile. À un certain moment donné, c'est des ventes complexes, des ventes techniques. Ça prend du temps, le cycle de vente, il peut être long. Tu peux avoir plusieurs personnes impliquées, on en parlait. Des fois, tu as besoin d'une vente plus technique à travers la vente consultative qu'on a faite en amont. Des fois, il faut parler à l'ingénieur, côté opérationnel, etc. À un certain moment donné, c'est parce que si l'information est décentralisée puis il y a un manque de visibilité entre l'équipe interne pour faire la vente, bien, la relation client ne sera pas optimale. Le cycle de vente peut être très long. Il y a une perte de temps, il y a une perte de données. Finalement, il n'y a rien de positif à la chose. Hein. Effectivement. C'est ce que je te dirais que les gens perdent un petit peu comment je pourrais dire ça, la notion ou la définition du CRM qui est la gestion des relations clients et non pas juste la gestion des ventes. Donc, à un moment donné, cette information-là, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde pour assurer la meilleure relation client possible. Et puis, je te dirais aussi le fait que, effectivement, nous, dans notre domaine, surtout à nous, faut que j'implique des ingénieurs en Italie. La machine peut s'en aller en France. Les réglementations locales sont différentes, etc. Donc, on va impliquer la personne ou l'intermédiaire qui est en France avec l'engineering italien, avec moi. Bon, ben, à un moment donné, il faut que cette information-là circule librement pour tout le monde. Ça, je te dirais que c'est un tout autre défi. Parce que ce que je viens d'exprimer là, c'est nous, on a une équipe de vente interne à CY, mais on fait beaucoup affaire avec des agents ou des partenaires de vente qui ne sont pas nécessairement partie interne de CY. Donc, comment tu intègres ces gens-là dans cette espèce de chaîne de communication-là? Ou est-ce que eux, c'est un peu comme, c'est sûr que la réaction initiale, c'est comme, regarde, moi, je gère ma boîte, là, puis j'ai déjà mon CRM. Ouais. Donc, pourquoi que je veux utiliser le tien aussi? C'est vrai, c'est tout à fait légitime. Oui, absolument. Donc, à un moment donné, il y a différents trucs qu'on a fait, nous, où est-ce qu'on a décidé que c'est un peu, regarde, nous, on va payer une licence sur notre solution, tout à fait gratuitement. Ça ne te coûte rien. Tu rentres des notes dedans, génial, ça va t'aider. Mais tout au moins, tu vas l'avoir, ne serait-ce que pour avoir des alertes. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi.
question d'efficacité, etc. Je ne veux pas nécessairement avoir à prendre le téléphone, t'écrire 5 emails pour savoir, écoute François, tu peux-tu aller voir ton client, puis c'est comme, non, je vais te créer une tâche là-dedans, tu vas l'avoir sur ton téléphone, tu vas l'avoir tout de suite. Là, après ça, avec le temps, les gens se rendent comme un peu compte que c'est comme, ben je l'ai appelé mon client, puis j'ai un gros avantage à mettre le résultat de cet appel-là dans le CRM de CY puis de Daniel, parce que dans le fond, il n'aura pas besoin de m'appeler pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis j'aurai pas besoin moi non plus de l'appeler pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais encore là, c'est une autre dynamique que probablement toi aussi tu as à vivre avec tes clients, où est-ce que c'est comme tu veux avoir le buy-in de ton équipe quand c'est à l'interne, ce qui est relativement simple, mais avoir le buy-in de d'autres entreprises avec lesquelles tu collabores pour dire, ben ça ici, ça fait partie de notre écosystème de vente. Puis, si tu veux être un partenaire de vente avec nous, ben on te demande un minimum. C'est gagnant-gagnant. C'est win-win un peu comme situation. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir ce buy-in-là. Ouais. Parce qu'on a tendance à dire qu'on est, on est un peu bien dans nos bottines, on est bien dans ce que nous, on est habitué. Fait que d'adopter des fois, puis à moins que ça soit vraiment la même technologie, il n'y a rien qui change. Mettons un Salesforce pour un Salesforce, un HubSpot ou un Force Manager, mais souvent, on jongle avec des différentes technologies, on est plus ou moins habitué. Tout est nouveau là, au niveau de. Je trouve l'écosystème CRM, ça fait quand même un bout que ça existe, il va pouvoir en témoigner. Mais là, on commence à avoir une vague autour de ça, à quel point c'est important, dû à la compétitivité, puis aux différents marchés, puis le numérique qui prend un sens encore plus important. Mais je suis d'accord qu'au niveau de ce buy-in-là, c'est pas tout à fait simple. Non, c'est ça. Mais vous avez réussi. On a réussi. Là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne quand même bien. C'est sûr que c'est un ouvrage là, un petit peu à tous les jours, là, parce que veut pas. Bon, on comprend qu'il y a dans plusieurs cas, on a été chanceux. Il y a de nos partenaires qui ont adopté notre technologie, point à l'interne. Il y en a aussi où il faut comprendre qu'effectivement, ce qu'on demande en fait à cette personne-là, c'est un peu comme une double tâche. Donc, malheureusement, il va falloir que tu rentres ces informations-là dans votre CRM à vous, puis il va falloir que tu en rentres une partie dans le nôtre aussi. Ouais, y a comme mais à l'extrême, c'est du copier-coller. Là. Une fois que tu l'as rentré à quelque part, copie, colle, puis c'est à peu près là, le gros là, du travail. Mais oui, je comprends qu'à un moment donné, tu peux être réfractaire au fait que j'en ai déjà assez à faire d'une journée sans avoir à dédoubler ce que je fais. Là. Mais, c'est là où vient, à un moment donné, peut-être, tout dépendamment encore du modèle d'affaires, du type de partenaire, mais après, des intégrations, il y a moyen de peut-être bypasser un peu le côté... dupliquer l'information, l'entrée manuelle, mais là, encore une fois, on marche un peu sur des œufs parce qu'on est quand même dans deux entités différentes, deux compagnies différentes qui opèrent différemment. Fait que à un certain moment donné, faire l'intégration entre ça, des fois, c'est comme, par où qu'on commence, puis au niveau de la sécurité, puis Effectivement. Mais je trouve ça super intéressant. Super intéressant. Le côté réfractaire, puis selon tes expériences dans peut-être différentes compagnies, parce que tu as passé quand même du côté traditionnel à l'amener vers le numérique le plus possible. As-tu déjà vécu des enjeux majeurs à l'adoption de technologie, ou du moins des situations que tu pourrais peut-être donner des conseils à peut-être certains entrepreneurs, présidents ou directeurs qui nous écoutent en ce moment et qui veulent potentiellement implanter un système CRM, ou même si ERP, au final, c'est deux technologies. Hein, effectivement. Au final, c'est pour deux utilisations différentes. Genre de conseils un peu avant d'implanter? Moi, comme je te dis, là, c'est comme... Parlez-en beaucoup à l'interne avant. Puis, faites une réflexion auparavant. Pourquoi je veux implanter ça? Est-ce que je veux un CRM ou un ERP, etc., parce que c'est à la mode? Est-ce que je veux un CRM parce que
je veux pouvoir surveiller ce que tout le monde fait parce que je les paye, puis dans ma tête, je les paye toujours trop de toute façon, fait que je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. Ou c'est vraiment parce que ça va vraiment nous permettre de travailler en équipe, à venir à une solution globale et totale pour un client, qui est sa satisfaction puis notre croissance. Tu sais, parce qu'en bout de ligne, il reste que c'est beaucoup plus onéreux tout le temps aller rechercher des nouveaux clients. Oui. Que de garder et de revendre à des clients existants. Il y a des domaines où est-ce que tu as comme relativement pas le choix. Donc, exemple, le nôtre, qui sont des équipements vraiment très haut de gamme de production, etc. Tu sais, à tous les années, quand ça vient le temps de faire ton fameux forecast annuel, ou etc., moi, je dis toujours, donnez-moi une couple de jours, je vais aller frotter ma boule de cristal, là. Parce qu'on ne vend pas des crayons, là. Non. Donc, c'est pas dit que la personne qui vient d'acheter un truc à 1,5 million cette année, elle en rachètera probablement pas un deuxième l'année prochaine. Ça commence à être de la bonne machinerie, là, en effet. L'investissement il est majeur. Là. C'est ça. Donc, tu sais, on n'a pas cette... mais il reste qu'à un moment donné, à travers tous ces clients-là, puis maintenant qu'on a accès à l'information, on est quand même capable de regarder à cause, justement, de la transformation technologique, puis dire, regarde, en règle générale, sur les opportunités qui ne sont pas fermées cette année, par rapport au processus où est-ce qu'on est dedans avec ceux-là, on devrait gagner X pourcentage de ceux-là parce que ça suit un petit peu le modèle typique là, des opportunités qu'on gagne. Mm-hmm. Donc, on a un petit peu moins besoin de la boule de cristal jusqu'à un certain point à cause de la technologie. Mm-hmm. Mais il reste que, comme je dirais, faites beaucoup. Parlez à vos gens en amont, avant de prendre la décision, puis soyez certains de prendre la décision pour les bonnes raisons. Puis communiquez-la par la suite aux gens aussi, pour que les objectifs et les attentes soient vraiment établis de part et d'autre. Mm-hmm. Puis choisissez la solution aussi en fonction de votre type de compagnie. Aussi. C'est important. T'sais, si tu es une compagnie que, en fait, tout ce que tu fais ou ta façon de vendre, c'est du télémarketing, tu as besoin d'un outil différent que si tu es une boîte qui a 10 vendeurs qui sont constamment sur la route puis qui viennent peut-être au bureau une fois par mois parce qu'ils se sentent obligés. C'est vrai que c'est différent. Les outils, les fonctionnalités vont être différentes. Ouais. C'est clair, il faut que les fonctionnalités du système soient adaptées à la réalité de l'entreprise et aux besoins des utilisateurs. Effectivement. Donc, c'est probablement le plus gros conseil que je dirais. C'est comme, faites beaucoup de travail et de devoirs avant. Mm-hmm. Puis, restez ouvert au fait que ça se peut que la première solution que vous avez choisie soit peut-être pas la solution optimale que vous allez finir par adopter. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu l'as vécu? Oui, absolument. Puis, pour des raisons X, parce que tu t'es fait vendre X fonctionnalités, tu t'es fait vendre X, c'est vraiment hyper adaptable, etc. Puis tout ça. Puis une fois que tu l'as à l'interne, puis tu commences à t'en servir, tu te dis... ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Puis je m'excuse, mais il n'y a pas vraiment façon de la changer pour que ça fonctionne. Donc, à un moment donné, on va refaire nos devoirs, puis on va aller regarder autre chose. De là où il est important quand même de faire un bon travail en amont, puis parce que même si la technologie, elle est pas... on jase, là, mais tu sais, mettons que la technologie n'est pas aussi
adaptative comme on aurait aimé qu'elle soit, mais que le travail en amont au niveau de nos processus, le travail en amont au niveau de... on sait qu'est-ce qu'on veut faire, on sait exactement comment que l'outil, on voudrait le paramétrer pour correspondre à nos processus. Si ce travail-là est fait, changer la technologie, c'est jamais agréable, mais au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va. Oui, effectivement. Je pense qu'un cauchemar pour une entreprise, c'est d'embarquer dans une technologie à pieds joints, avec le peu de préparation, du moins le peu de recherche. Puis les processus sont même pas standardisés, structurés, optimisés. Fait que quand on rentre là-dedans, inévitablement, on n'a pas les chances de notre côté pour que l'outil nous aide. C'est ça. Parce qu'encore une fois, des fois, l'outil ne va pas nécessairement... c'est pas un robot. Là. Non, on doit paramétrer un outil, même si c'est la même solution, d'une entreprise à une autre, ça sera peut-être pas le même paramétrage dans la plateforme qu'une entreprise à une autre. Fait que le travail en amont doit être extrêmement important. Effectivement. Puis de l'autre côté, je dirais aussi, regardez beaucoup votre entreprise par rapport à votre domaine. Puis, au niveau, justement, comme tu disais, des modèles d'affaires ou ce qui doit être paramétrisé à l'intérieur de l'outil, etc., je dirais, arrêtez de vous faire croire que vous êtes tellement différent du compétiteur qui fait exactement la même chose que vous. C'est parce que on le vit au niveau de l'implantation de nos technologies, autant qu'avec nos clients qui regardent nos machines. Puis oui, il y a eu une période où est-ce que j'étais président d'une compagnie qui faisait justement un ERP qui était dédié au domaine du métal en feuille. Puis c'était carrément loufoque, là, à quel point tout le monde, à la première approche, était « Oui, mais nous, on fait ça de telle façon. » C'est comme, non, il y a juste... Tu sais, ton approche client peut être différente. Je suis d'accord. Comment tu vas gérer ces relations-là. Mais en bout de ligne, il reste que comment tu fais une pièce de métal en feuille. Si tu dis, moi, je fais des laveurs sécheuses, puis l'autre à côté, il fait des laveurs sécheuses, pour créer ces mêmes pièces-là, ça prend le même équipement, la même technologie. Donc, il n'y a pas 23 façons là, de la faire différemment. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai, pièce pour pièce, au niveau matériel, à un moment donné, c'est le même... à moins qu'on embarque une nouvelle composante, mais encore là, la structure de base, le côté standard, puis même en approche client, il y a un processus standard. Après, toi, tu peux ajouter des... nous, il y a tel point de contact qui est différent, il y a telle chose qu'on veut faire. Peut-être le compétiteur ne fait pas signer électroniquement, mais nous, on veut le faire électroniquement, on gagne du temps. Là, tout d'un coup, c'est des gaps que tu peux avoir, mais de façon standard, tu sais. C'est vrai qu'au final, ça se ressemble. Là. Absolument. Après, là où tu as des gains, c'est comment que tu peux le standardiser, l'unifier. Absolument. Puis de le rendre, en bon vieux anglais seamless. Là, absolument. Clairement. Clairement. Puis à un moment donné aussi, tu vas t'éviter beaucoup de coûts pour lesquels tu vas probablement chigner de toute façon pour avoir à les payer. Puis dans le fond, en bout de ligne, tu t'es peut-être pas posé la question à savoir, ça vaut-tu vraiment ça que cette virgule-là soit là plutôt que là? Parce que, dans le fond, je pense que l'autre, il la met là, mais nous autres, on la met... Non, c'est vrai. On va se poser les bonnes questions. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on fait le même travail en ce moment au sein de l'entreprise avec nos clients quand on cartographie les processus initialement. Tu sais, le fameux actuel de Aziz, il est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais. Puis à date, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, du moins, qui ont fait ce travail-là en ce moment à l'interne. Quelques-unes, oui, c'est peut-être à petite échelle ou selon différents départements, mais ce travail-là, mettons, de quand une vente rentre, ou du moins un prospect qui rentre dans le pipeline, jusqu'au fameux order to cash, jusqu'à temps qu'on le lègue aux opérations et on facture le client, ça, là, à force de poser des questions, on remarque que, ça, on le fait de même, on le savait même pas. La manière que vous m'en parlez, oui, c'est comme ça qu'on le fait. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à optimiser là, de point de vue stratégique. On parle même pas encore de la technologie. Là. La technologie va venir aider à plusieurs points, mais là, il y a peut-être une façon différente de le faire. Il y a peut-être une étape de trop. Là. Puis à l'inverse, ta virgule qui est là ou ta tâche qui est là, on pourrait peut-être la supprimer. Elle est inutile présentement. Absolument. C'est un travail en amont qui est extrêmement important avant de l'adopter. Là. Absolument. Non, clairement. Puis c'est comme ça que tu vas, en fait, que tu vas pouvoir... probablement croître tes ventes de façon exponentielle très rapidement aussi. Nous. Parce qu'il reste qu'à un moment donné,
En bout de ligne, c'est un peu ça le but ultime. Mm-hmm. C'est cette intégration-là à l'intérieur de la compagnie au complet qui va faire qu'à un moment donné, tout va devenir plus facile. Ben, Amada, c'est peut-être un peu un parfait exemple. Effectivement. Puis il reste qu'à un moment donné, c'est un gros exemple. C'est un gros exemple aussi de, encore une fois, comme je te dirais, puis comme tu mentionnais toi-même au début, de mettre l'humain au centre de toute cette technologie-là puis cette relation client-là aussi. Parce qu'il reste que peu importe la technologie, c'est d'autres gens qui nous font vivre. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ben comment tu fais pour croître rapidement? Ben, il faut que tu te positionnes puis faire comprendre à ces gens-là que tu es comme le partenaire de choix avec lequel ils veulent faire affaire. Puis que tu n'es pas là seulement pour leur vendre un truc comme ça puis dire OK, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Voici ma commission. C'est comme la vie est belle. Non, c'est ça. Aujourd'hui, ça marche moins. Là. Mais il y a encore des endroits où est-ce que c'est... Puis souvent, tu vas avoir la discussion avec plein de gens. Ne serait-ce que de changer un petit peu l'approche de vente. Parce qu'il y a plusieurs compagnies européennes que, exemple, leur approche, eux, c'est beaucoup, ben nous, idéalement, on veut avoir le moins de frais fixes possible. Mm-hmm. Donc, je vais faire affaire avec un paquet d'indépendants. Ça me coûte pas grand-chose vendre. Ouais, mais tu n'auras pas grand-chose comme résultat non plus. Ouais, j'imagine. Parce qu'à un moment donné, surtout selon ton domaine, il reste que, moi, si je regarde, exemple, je donne notre exemple à nous. Simon, si tu as une carte de produit, puis tu décides de faire affaire avec CY, mais notre cycle de vente, nous, c'est comme de 6 mois à 1 an et demi. Mais tu peux vendre 6 autres types. Tu peux vendre d'autres types de machines, puis tu vas en vendre 6 par mois. Où tu vas mettre ton temps? C'est sûr. c'est inévitable. Là, les machines par mois, on va focaliser sur ça. Ça, tu payes tes comptes. C'est ça. Ça, c'est comme, OK, c'est le fun, là. Je veux dire, c'est un créneau que je trouve intéressant, là, mais... Mais les ventes, quand ça devient plus complexe, le chiffre il est plus considérable. Effectivement. D'un coup, ça vaut la peine de le mettre. On ne le voit pas sur le court terme, mais c'est le travail acharné sur le long terme qui rapporte. Ouais. De là, quand on a les outils en bonne place, on est peut-être capable de le réduire un peu, ce cycle de vente-là. Effectivement. L'information plus rapidement. C'est ça. On est capable de le comprendre aussi. Je veux dire, à un certain terme, où est-ce que quand c'est le temps de mettre les énergies dans ce produit-là à tel moment du cycle de vente, puis quand c'est le temps peut-être de prendre un petit recul, puis de dire, ben non, là, c'est plus nous. Là. Il faut que le client fasse son cheminement, puis après ça, on reviendra. Là. Ah oui, il y a un côté de considération extrêmement important dans des ventes quand même assez complexes. Puis après, il y a certains modèles qu'on a des produits qui peuvent se vendre peut-être plus facilement, du moins comme le fameux terme vache à lait à l'entreprise. Puis c'est là où l'outil devient aussi intéressant. On a un exemple aussi avec le système, mais au niveau des comptes clés, des comptes majeurs qu'on veut développer, je donne un chiffre comme ça, mais une vente qui peut ramener 1 million à l'entreprise, mais qui prend 1 an à développer, des fois 1 an et demi à développer, mais elle est quand même très pertinente. Il faut être patient, mais il faut aussi avoir la donnée. Il faut être au bon moment, il faut avoir les différents décideurs, puis au bon moment, on interagit avec ce client-là, puis peut-être dans 1 an et demi, ça va closer. Entre-temps, évidemment, pour faire vivre, fait qu'il y a peut-être d'autres... il y a d'autres trucs qu'il faut faire, Il y a d'autres comptes peut-être un peu moins majeurs, mais qui sont tout aussi pertinents. Quand on est capable de segmenter ça dans notre système, puis on est capable de voir, bon, qu'est-ce qui presse, qu'est-ce qu'il y a, bon, il faut être un peu plus patient. C'est de la donnée qui nous permet d'augmenter cette relation-là, puis ultimement de réduire le cycle de vente, puis de faire opérer les ventes de l'entreprise. Absolument. Absolument. C'est ça. Puis, mais encore une fois, c'est les gens qui vont prendre ces décisions-là à l'aide de l'outil technologique qui leur est donné. Donc, l'humain au centre de la transformation. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que les gens sont comme ça, je veux dire, c'est en bout de ligne. Il reste que si moi, t'implantes quelque chose ou tu me donnes un outil, mais j'y vois aucun bénéfice, pourquoi je m'en servirais? On n'aura pas les gains. On n'aura pas les gains souhaités. C'est ça. C'est ça, effectivement.
Daniel, Oui. merci. Mais de rien. Merci pour cette belle discussion. On arrive à bout de temps, mais ça a été vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on aurait pu en parler facilement, Longtemps. très longtemps toute la soirée. Là, même absolument. moi, j'ai plus de bière. Là, Non, c'est ça. Je dois avoir parlé plus. C'est bon. non. Mais non, vraiment intéressant. Daniel, encore une fois, un gros merci d'avoir participé à ce 22e épisode-là d'Expérience 4.0. De rien, ça m'a fait plaisir. Super. T'as un bagage, t'as une expérience vraiment phénoménale dans le milieu. Puis je trouvais ça pertinent d'en parler, de parler d'exemples, autant chez CY, autant dans les autres entreprises. Amada était vraiment un excellent exemple. Donc, un grand merci. Puis merci pour votre écoute. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner justement au podcast si vous souhaitez savoir les prochains épisodes qui vont sortir. Moi, je remercie une dernière fois Daniel pour ta participation. Puis je vous dis à la prochaine.